les remous diplomatiques qui ont suivi des négociations assez intenses à Washington. Au cœur de tout ça, la crise sans fin dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui, malheureusement. Mais ce qui a vraiment secoué, on peut dire, c'est la réaction, pour le moins directe, presque brutale, du président rwandais Paul Kagame. Ah oui, une sortie assez inattendue dans sa forme, peut-être. C'est ça. Une sortie qui a surpris beaucoup d'observateurs, en tout cas. Alors, notre discussion aujourd'hui, ça va être de décortiquer un peu cette prise de position. D'accord. Qu'est-ce qui se cache derrière ce rejet? Quelles sont les implications réelles? On va s'appuyer pour ça sur des sources qui rapportent assez précisément les propos de Kagame après ces fameux pourparlers. Oui. On va essayer de comprendre ce que ça nous dit de la stratégie rwandaise actuelle, en fait. Exactement. Et l'intérêt ici, c'est pas juste de noter le nom de Kagame, c'est de creuser pourquoi ce nom est si catégorique et ce qu'il révèle vraiment. Sa déclaration, elle est très forte et elle arrive dans un climat régional qui est déjà extrêmement tendu, surtout avec Kinshasa. Oui, bien sûr. Et puis face à une communauté internationale qui pousse, on a l'impression, dans une autre direction. Donc c'est toute la posture diplomatique du Rwanda qui est en jeu là. Qu'est-ce que ces mots signifient vraiment pour l'avenir? C'est ça la question. Alors, pour qu'on comprenne bien, posons la scène rapidement. On a eu plusieurs jours de discussions à Washington. Elles sont décrites comme intenses. Visiblement, on cherchait à rapprocher les points de vue sur cette crise dans l'est de la RDC. Une situation humanitaire, sécuritaire, catastrophique depuis des années, on le sait. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On imagine bien l'objectif en coulisses, trouver un chemin vers la désescalade, apaiser les tensions. Bon, un exercice diplomatique assez classique, somme toute. Classique, mais nécessaire vu la gravité. Tout à fait. Et c'est là que le coup de théâtre intervient. Paul Kagame, il ne mâche pas ses mots. Non, apparemment pas. Selon nos sources, il rejette l'accord, ou en tout cas les conclusions de ces discussions. Et il affirme qu'il y aurait, et là je cite, beaucoup de malhonnêteté. Beaucoup de malhonnêteté? Ouf! C'est pas une petite critique, ça. C'est une accusation frontale. Ah non, c'est extrêmement fort comme terme. Il ajoute même que, dans ces conditions, le Rwanda ne peut tout simplement pas accepter ce qui a été mis sur la table. Beaucoup de malhonnêteté. Oui, c'est un terme rarissime et très lourd de sens en diplomatie. Utiliser le mot malhonnêteté, ça va bien au-delà d'un simple désaccord politique ou technique. Ah oui? Oui, ça attaque l'intégrité même du processus ou des intentions des autres parties. Ça suggère une rupture de confiance fondamentale. On n'est plus dans la négociation de virgule, là. C'est clair? On est dans le rejet de la base même de l'échange, quoi. Mais alors, pourquoi aller si loin? Pourquoi utiliser un mot qui claque comme ça, au risque de braquer tout le monde? C'est la question. Est-ce que c'est le contenu de l'accord qui est jugé malhonnête? La manière dont ça a été négocié? Ou peut-être les acteurs derrière? Les sources ne détaillent pas forcément ce point précis. C'est toute la question, en effet. La malhonnêteté, ça peut viser plusieurs choses. Est-ce que Kigali pense que l'accord ne reflète pas la réalité du terrain telle qu'il la voit, ou qu'il ignore ce que le Rwanda considère comme ses intérêts sécuritaires légitimes? Est-ce que c'est une critique envers la RDC, accusée implicitement de ne pas négocier de bonne foi? Ou même, est-ce que c'est une manière de pointer du doigt les médiateurs? Les Américains, peut-être, vu que ça se passait à Washington? Probablement, oui. Peut-être en suggérant qu'ils ont fait preuve de partialité ou qu'ils ont tenté d'imposer une solution jugée inacceptable par Kigali. Sans plus de détails de leur part, c'est difficile de trancher. D'accord. Mais la force du mot, elle indique que le désaccord est vraiment profond. Ça touche aux fondations même de la démarche. Et ce rejet, il s'accompagne d'une justification qui est aussi intéressante. Kagame aurait affirmé que le Rwanda a, et là aussi, je cite les éléments rapportés, sa propre manière de vivre et de faire les choses. Ah, cette fameuse manière propre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça, cette manière propre? Alors ça, cette affirmation, elle est vraiment au cœur de la posture rwandaise depuis des années. Mais elle prend une résonance particulière ici. Oui. C'est d'abord, très clairement, une fin de non-recevoir à ce qui est perçu comme une pression extérieure, ou une tentative d'ingérence. C'est dire, ne nous dictez pas notre conduite. D'accord. Surtout sur des sujets qui touchent à notre sécurité ou à notre voisinage immédiat. C'est une revendication très forte d'autonomie. Autonomie stratégique, décisionnelle. Je vois. Mais est-ce que ça va plus loin que ça? Oui, je pense que ça va plus mou. Cette manière propre, ça peut aussi vouloir dire que les modèles de résolution de conflits, les cadres de négociation proposés par la communauté internationale, mais ils ne sont pas jugés adaptés par Kigali. Pas adaptés à la complexité de la région. Exactement, à la complexité de la situation dans les Grands Lacs. C'est sous-entendre qu'il existe une approche rwandaise spécifique,
peut-être plus directe, moins axée sur le compromis tel que l'entendent les diplomaties occidentales, par exemple, pour gérer les menaces perçues, notamment celles qui viennent des groupes armés dans l'est de la RDC. Donc, si je comprends bien, c'est pas juste « on n'est pas d'accord avec cet accord précis », c'est plus profond. C'est plutôt « on n'est pas d'accord avec la façon dont vous essayez de régler le problème, et nous, on a notre propre méthode ». C'est un peu ça, oui. Ça ressemble presque à une remise en cause du cadre multilatéral pour ce conflit, non ? On peut l'interpréter comme ça, tout à fait. C'est une façon de dire que la souveraineté rwandaise, ça implique non seulement de défendre ses intérêts, mais aussi de choisir ses propres outils, ses propres stratégies pour le faire. Même si ça va à contre-courant. Même si ça va à l'encontre des approches privilégiées par les grandes puissances ou les organisations internationales. Ça renvoie à une conception très westphalienne de la souveraineté, si vous voulez. C'est-à-dire ? L'État est maître chez lui et il définit seul sa politique étrangère et de sécurité. C'est une position qui peut être vue comme courageuse, indépendante par certains, mais aussi comme potentiellement isolante, voire contre-productive par d'autres. Surtout quand on parle d'une crise avec des implications régionales aussi vastes. Et justement, cette posture, ce rejet frontal, cette affirmation d'une voix singulière, ça nous amène directement à la question que tout le monde se pose maintenant. Oui. Et que nos sources formulent d'ailleurs très clairement. Kagame est-il en train de perdre l'avantage diplomatique qu'il pensait avoir ? Ou qu'il avait peut-être acquis ces dernières années. Ah ! C'est la question à 1 million, j'imagine. C'est effectivement la question clé qui émerge de toute cette séquence. Perdre un avantage diplomatique, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Par exemple ? D'abord, une potentielle érosion du soutien de partenaires importants. Les discussions ont eu lieu à Washington. On peut supposer une implication américaine non négligeable. Logique. Ça peut avoir un coût relationnel. Washington cherche la stabilité et une sortie comme ça, ça va à l'encontre de cet objectif. Oui, on imagine que ça ne doit pas faire très plaisir à l'administration américaine, même si on n'a pas leur réaction officielle pour l'instant. Probablement pas, non. Mais au-delà des États-Unis, il y a aussi la dynamique régionale, j'imagine. Absolument. C'est le deuxième point, la dynamique régionale. Les sources rappellent que les tensions entre Kigali et Kinshasa restent fortes. Rejeter une initiative de paix, même si on la juge imparfaite, ça peut être interprété par certains comme un manque de volonté de trouver une solution négociée. Et donc, ça pourrait, paradoxalement, renforcer la position de la RDC auprès de certains acteurs internationaux. Ah oui. Comment ça ? Il pourrait voir Kinshasa comme la partie la plus constructive dans cette affaire à ce moment précis. Ça peut modifier l'équilibre des perceptions, voyez ? Je vois. C'est un jeu d'équilibriste assez complexe, en fait. D'un côté, affirmer sa force, son indépendance, et de l'autre, risquer de passer pour celui qui bloque tout. C'est exactement ça. Et troisièmement, il y a la pression de la communauté internationale en large. Nos sources indiquent clairement un consensus international en faveur d'une désescalade. Oui. La position de Kagame apparaît donc en décalage, voire en opposition frontale avec cet appel général à l'apaisement. La grande inconnue, c'est de savoir si cette fermeté va consolider sa base, le présenter comme un leader inflexible qui défend les intérêts rwandais contre vents et marées, ou l'inverse. Ou si, au contraire, elle va accentuer son isolement sur la scène internationale. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'isolement ? Le Rwanda a souvent joué une carte très, très singulière sur la scène internationale. C'est vrai. Et ça ne l'a pas toujours affaibli, au contraire. Certains pourraient même dire que c'est une démonstration de force, une manière de dire « on est incontournable et vous devrez faire avec notre vision des choses ». C'est une interprétation possible, bien sûr. Et c'est peut-être même le calcul fait à Kigali. C'est-à-dire ? L'idée serait que la position stratégique du Rwanda, son rôle militaire régional perçu, son influence dans certains réseaux, sont telles que les partenaires internationaux, même s'ils sont irrités, ne pourront pas se passer de dialoguer avec lui. Un pari sur la réalité politique, en somme. Exactement. Un pari sur la réalité politique, la force et les intérêts qui primeraient sur les principes diplomatiques ou les appels à la coopération. C'est une stratégie qui a pu fonctionner par le passé, c'est indéniable. Mais est-ce que c'est encore valable aujourd'hui ? C'est là que ça se complique. Le contexte évolue. La crise dans l'est de la RDC atteint des niveaux de gravité humanitaire et sécuritaire qui mobilisent de plus en plus l'attention et l'inquiétude internationale. La pression monte. Oui, la pression pour des résultats concrets en matière de paix, de stabilisation, elle est forte. Et dans ce contexte, une posture perçue comme obstructionniste pourrait avoir des conséquences plus tangibles qu'auparavant. Comme quoi, par exemple ?
Sanctions ciblées, réévaluation de l'aide, condamnation politique plus ferme. L'avantage diplomatique, c'est pas juste une question d'image, hein, ça a des implications très concrètes. D'accord. Le fait même que la question de sa perte soit posée dans nos sources, ça suggère qu'un seuil a peut-être été franchi dans la perception internationale de la politique rwandaise. On sent bien que c'est un moment charnière. Pour résumer un peu où on en est, d'après ce qu'on a pu analyser. Oui. On a un processus de négociation mené à Washington pour tenter de calmer la crise congolaise. Ce processus aboutit à quelque chose, un accord, des propositions. On ne sait pas exactement, qui est immédiatement et très violemment rejeté par Paul Kagame. C'est ça. Il dénonce un manque d'honnêteté, il revendique le droit du Rwanda à suivre sa propre voie, sa manière propre, tout ça dans un climat hyper tendu avec la RDC, et alors que la communauté internationale, elle, pousse pour la désescalade. Voilà. Et la grande question qui flotte maintenant, c'est est-ce que cette stratégie de la rupture ne risque pas de coûter cher au Rwanda sur le plan diplomatique? C'est une excellente synthèse de la situation et des enjeux tels qu'ils ressortent de nos informations, en effet. Si on doit vraiment distiller les points cruciaux à retenir de cette affaire pour l'instant, Oui, allons-y. premièrement, ce rejet frontal et l'utilisation du terme « malhonnête » par Kagame, c'est un signal diplomatique d'une rare intensité. Ça marque une potentielle rupture avec les cadres de discussion habituels. D'accord. Premier point. Deuxièmement, cette justification basée sur la manière propre du Rwanda. Ce n'est pas anodin, c'est une réaffirmation forte de souveraineté, d'autonomie stratégique, et ça pose la question de la compatibilité de l'approche rwandaise avec les efforts de médiation internationaux. Ça interroge, oui. Ça interroge sur la volonté réelle de s'insérer dans un schéma de résolution multilatéral, en fait. Ok. Deuxième point. Et le troisième? Et troisièmement, c'est l'interrogation centrale sur l'avenir de l'influence diplomatique rwandaise. Est-ce que cette posture de défi va renforcer le Rwanda en le posant comme un acteur incontournable, inflexible, ou est-ce qu'au contraire, ça va l'isoler et réduire ses marges de manœuvre? Face à la pression internationale et aux tensions régionales. Exactement. La réponse, elle n'est pas écrite d'avance. Elle dépendra beaucoup des réactions en chaîne des autres acteurs. Kinshasa, les pays voisins, les États-Unis, l'Union africaine, l'ONU. Tout à fait. Et ça ouvre une dernière porte de réflexion. Une question un peu vertigineuse pour conclure notre échange. Je vous écoute. Au-delà de savoir si Kagame gagne ou perd des points sur l'échiquier diplomatique, ce qui est déjà énorme en soi, cette posture soulève une interrogation encore plus fondamentale. Laquelle? Si la voie de la médiation internationale, incarnée par ces discussions de Washington, est rejetée de manière aussi catégorique, quelle est l'alternative pour le Rwanda? Quelle est la prochaine étape envisagée par Kigali dans ce conflit? S'il revendique une manière propre d'agir, en quoi consiste-t-elle concrètement et comment compte-t-il la mettre en œuvre, potentiellement en dehors des cadres de négociation établis? C'est une excellente question. Ça laisse vraiment songeur sur la trajectoire future et sur les risques potentiels d'escalade ou d'une approche encore plus unilatérale dans cette région déjà si meurtrie. Absolument. Une question qui va sans aucun doute nous tenir en haleine dans les temps à venir. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité internationale et des enjeux diplomatiques de